La vache, avec cette coiffure, je ressemble trop à ma mère. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'exploration de l'inconscient à travers le test de Rorschach. Pas du tout. Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Je vous ai demandé via YouTube et Instagram si vous vouliez une FAQ pour fêter les 10 000 abonnés. Encore une fois, merci beaucoup de vous être abonnés si nombreux à cette chaîne. Vous m'avez majoritairement répondu oui, du coup, c'est parti. On répond à vos questions tout de suite. Évidemment, je vous mettrai en description les différentes thématiques avec les timings associés, comme ça vous pouvez aller directement sur les questions qui vous intéressent le plus. Sur YouTube, Petit Gris m'a demandé « Penses-tu éditer un livre suite à cette série de vidéos ?» Alors, non, parce qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'une grande majorité des vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne sont extraites de ce livre, qui est la version publiée de mon travail de thèse de doctorat en archéologie. C'est publié aux éditions Sidestone Press. Pour ceux qui ont envie d'aller le lire, vous pouvez le lire gratuitement, j'insiste sur ce fait, sur le site de l'éditeur Sidestone Press, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon, j'ai déjà publié un livre, cette fois-ci en collaboration avec d'autres youtubeurs. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, je remets une couche. Il s'agit de Retour vers le Paléo, qui est publié aux éditions Flammarion avec Marion Sabourdi, une superbe illustratrice qui s'appelle Aurélie Bordenave, et deux youtubeurs que vous connaissez probablement, qui est Clotilde de la chaîne Passé Sauvage et Pierre Carner de la chaîne Strange Stuff and Funky Things. Donc il y a pas mal de choses sur ma chaîne qui sont également extraites de ce bouquin. Ceci dit, il y a un nouveau livre en préparation et je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, puisque c'est la raison pour laquelle j'espace un petit peu le nombre de vidéos que je publie ici, parce que j'essaye de travailler sur mon bouquin. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question d'après, toujours de Petit Gris. Est-il possible de te rencontrer en convention ou autres événements? Alors pour l'instant, je n'ai pas de convention de youtubeur de prévu. En revanche, quand mon livre sortira, il y aura pas mal de séances de dédicaces. Et je précise qu'il n'est pas utile de venir acheter le livre pour passer dire coucou à la dédicace et qu'on puisse discuter un petit peu. Toujours Petit Gris, qui est très curieux, me demande « Es-tu seul pour le montage et la création de tes vidéos ?» Alors, majoritairement, oui. J'écris mes scripts seule. Il m'arrive de les faire relire par des amis vidéastes, plus pour la forme que pour le fond, bien évidemment. En ce qui concerne les tournages en intérieur, oui, je suis seule. Je fais la lumière, je fais les réglages caméra. C'est justement pour ça qu'ils ne sont pas toujours très bons. Par contre, pour les tournages extérieurs, j'ai bien sûr besoin d'un cadreur. Et ce cadreur, c'est Aurel, que je remercie très chaleureusement. Et que vous pouvez d'ailleurs apercevoir si vous êtes un petit peu curieux dans certains vlogs, notamment dans mes vlogs à New York et à Montréal, je crois qu'on le voit à plusieurs reprises. Autre question très intéressante, toujours de Petit Gris qui s'est beaucoup investi dans cette FAQ, on le remercie. Quels sont selon toi les sites ou musées incontournables en France pour les curieux de l'archéologie? Alors, je dirais, bien que ce soit majoritairement un musée d'art, que le musée du Louvre est quand même un endroit assez riche pour les curieux de l'archéologie. C'est une des plus belles collections européennes en égyptologie, par exemple, et les collections proche-orientales sont extrêmement passionnantes. Le parc archéologique de Samarra, qui est absolument génial, surtout si vous avez des enfants, il y a toujours des reconstitutions, des événements. Le musée au parc d'Alésia, qui est un petit peu dans la même mouvance. Tous vos sites archéologiques de proximité que vous pouvez voir pendant les JNA, les Journées Nationales de l'Archéologie au mois de juin. Et enfin, bien évidemment, je ne peux pas ne pas mettre dans la liste le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye qui contient des collections paléolithiques absolument sublimes. Clotary.gouv me demande « Mais où les étudiants égarés peuvent-ils te contacter en dehors des commentaires YouTube ?» Alors déjà, vous pouvez me contacter même si vous n'êtes pas un étudiant égaré, toute personne a le droit de me contacter. Je vous mets plus sérieusement mon adresse mail associée à cette chaîne ici, dans la barre d'infos et dans la petite section à propos de la chaîne. Donc si vous souhaitez me contacter, passez tout simplement par mon mail. C'est d'autant plus important de retenir cette adresse que, et vous l'avez peut-être noté, je n'ai plus de réseaux sociaux. Certains d'entre vous m'ont même contacté en commentaire en me disant « Qu'est-ce qui se passe? C'est normal? Pourquoi? Que se passe-t-il ?» Alors je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais aimé les réseaux sociaux. Et avant d'ouvrir cette chaîne, je n'avais aucun réseau social. Et puis bon, j'ai ouvert la chaîne et je me suis dit, je vais ouvrir l'ensemble
du package, donc j'ai ouvert un compte Insta, un compte Twitter et une page Facebook. Simplement, les vieilles habitudes ayant la vie dure, je n'y allais pas. Donc je n'entretenais pas, presque pas. Et puis surtout, Instagram en revanche, je me suis vraiment fait avoir. Et j'ai passé beaucoup trop de temps sur Instagram à regarder des vidéos de chatons et de loutres. Et de caméléons aussi, pour des raisons qui me sont un petit peu obscures à démêler. Du coup, je me suis dit, je ferme tout, comme ça, c'est clair. Vous n'attendez pas de réponse de moi qui ne viennent pas sur un compte sur lequel je ne vais jamais. Et vous passez par cette adresse. Ludmilla Science, qui a un blog absolument génial et qui en plus est un blog bilingue. Donc si vous souhaitez travailler votre italien tout en vous cultivant, je vous conseille vivement d'aller sur ce blog que je vous mets bien évidemment en description avec tous les autres trucs dont je vous parle dans cette vidéo. Elle me demande donc, est-ce que tu as des anecdotes sur les Étrusques? Et là je me suis dit que j'allais faire plaisir à Badr Edju, pardon pour la prononciation, sur YouTube, qui est en 6e année de dentiste et qui m'a demandé des trucs sur les dents. Eh bien sachez que les Étrusques ont été les tout premiers à créer des contentions dentaires à but orthodontique. Je vous en mets quelques illustrations, c'est très joli parce que le matériau utilisé c'est l'or. Alors pourquoi utiliser l'or? Majoritairement parce que c'est un métal qui ne crée pas ou presque pas de réaction allergique, ce qui est plutôt bien quand on travaille en milieu de cavité bucco-dentaire. Et il faisait aussi des bridges, des bridges toujours dans les mêmes matériaux, avec ces petits fils torsadés. Avant de clore cette petite parenthèse dentaire, je tiens quand même à souligner pour nos amis celtophiles que les Gaulois savaient également faire des prothèses dentaires. Preuve en est cette prothèse d'incisive centrale qui a été découverte sur le corps d'une femme sur le site de La Chêne, qui est, je crois, 3e siècle avant JC. Quand même, ils sont forts ces Gaulois. Doc 90 000 me dit, est-ce que tu as des recettes de cuisine néolithique? Alors, le problème c'est que pour avoir une recette à proprement parler, il faut bien évidemment connaître les quantités utilisées et les modes de cuisson, les temps de cuisson, etc. etc. Donc les premières recettes connues, à proprement parler, elles datent d'après l'invention de l'écriture. En revanche, on peut faire des analyses chimiques sur les résidus qui se trouvent à l'intérieur des céramiques de cuisson par exemple, et on peut savoir ce que mangeaient à peu près les néolithiques. Il y a plusieurs livres sur la question, mais moi ce que je préfère en termes de recettes préhistoriques, c'est quand même cette recette précolombienne qui vous permet de faire un bon repas cannibale. Ça se passe sur le site de Tlatelolco au Mexique, et les chercheurs ont trouvé la preuve d'une marinade de viande humaine avec du roucou qui permettait donc de donner saveur et goût à la viande qui a ensuite été grillée et bouillie. Hélène sur YouTube me dit « Bonjour Jennifer ». Bonjour Hélène. Que de vie en une seule, je suis moi-même professeure et c'est précisément cette casquette qui m'inspire une question. Comment parviens-tu à gérer le fait d'être un personnage public avec tes étudiants? Hélène est manifestement une personne qui a fait de l'archéologie de ma carrière sur Google. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai effectivement été comédienne dans une vie antérieure. Audrey, fous-moi ce papier à la poubelle. Tu vas quand même pas te trahir pour un slow avec cet ignoble individu? Je souhaitais déjà être archéologue, mais j'ai lancé une carrière de comédienne alors que j'étais en première. Ce qui m'a permis de faire un petit peu d'argent et de payer mes études d'archéologie à Paris. Alors, j'étais pas Marion Cotillard, faut pas non plus exagérer, mais j'avais suffisamment de contrats et de visibilité pour être obligée par mon agent à aller sur un certain nombre d'événements, dont par exemple Roland-Garros, qui était pour moi une torture absolue, parce que je déteste le tennis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adoreraient avoir des places gratuites pour Roland-Garros, mais moi le tennis, ça me fait chier. Donc c'est quelque chose qui m'a pas mal déplu en fait, la visibilité. Donc je suis bien tranquille et bien heureuse maintenant sur YouTube, parce que même si la chaîne grossit un peu, je n'obtiendrai jamais la notoriété publique suffisante pour m'incommoder dans la vie de tous les jours. Je suis maintenant à 100% impliquée dans l'archéologie et dans l'enseignement
Et pour moi, cette chaîne YouTube, c'est un petit peu le prolongement, si vous voulez, de l'enseignement que je fais à la fac ou que je fais dans les collèges. Et voilà quoi. On ne ressuscite surtout pas mon ancienne carrière, ce n'est pas du tout le but. I am Giacomo me demande d'où vient ton amour du macabre. Alors, le sujet qui m'intéresse moi véritablement, c'est les stratégies de deuil. Ce que je cherche à comprendre depuis très longtemps en tant que personne, puis en tant que chercheur en archéologie, c'est comment diable font les gens pour survivre à la perte d'un être aimé. Et pour ça, le matériel archéologique funéraire, la fouille des nécropoles, l'étude de la vision que les gens ont eue de la mort tout au long de l'histoire et de la préhistoire, c'est un outil de compréhension pour aller vers ma problématique. Donc en fait, je n'ai pas vraiment un amour du macabre. Je n'ai jamais été fascinée par la mort en elle-même, je n'ai jamais été intéressée par les trucs un peu dégueulasses. Je sais que ça peut paraître comme ça quand on regarde ma chaîne, mais en fait ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre ce que les gens ont derrière la tête en faisant ça. C'est ça qui véritablement m'anime. Alors après, cette orientation de recherche, elle est liée à un parcours très personnel dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, tout simplement parce que c'est le cœur de mon prochain livre. Donc je vous ferai une vidéo sur cette chaîne pour vous présenter ce livre et je vous parlerai de cette expérience personnelle qui a orienté ma recherche dans cette vidéo, qui sortira très probablement dans un an. Mais d'ici là, je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus. Jules-Antoine me demande qu'est-ce qui est à la mode en ce moment en anthropologie funéraire. Alors, les machins sur les isotopes, les études sur le genre, bien évidemment, mais ne travaillez surtout pas sur les trucs à la mode en anthropologie funéraire comme sur le reste. Quand vous faites des hautes études, il faut surtout pas aller sur les trucs à la mode. Pourquoi ? Parce que si c'est à la mode, c'est qu'il y a déjà des gens qui travaillent dessus, on est bien d'accord. Donc s'il y a des gens qui travaillent dessus, ça veut dire que les postes sont déjà pris. Donc si vous souhaitez un jour devenir chercheur, le truc c'est d'aller sur un sujet qui sera à la mode quand vous aurez terminé votre cursus scolaire et que vous serez à même d'être embauché. Alors c'est pas facile, vous pouvez pas deviner tout seul qu'est-ce qui va être à la mode dans 5 ou 8 ans. C'est pour ça qu'il faut très bien choisir votre directeur de mémoire et votre directeur de thèse. Parce que les très bons professeurs avec de l'expérience, ils sentent venir ce genre de truc, tu vois. Ils sentent venir la mode dans le temps que quand tu seras prêt à être embauché. Je suis pas sûre d'avoir été très claire, mais tu vois ce que je veux dire. Kevin me demande avec quel youtubeur aimerais-tu collaborer à l'avenir et pourquoi ? Alors, j'espère que vous l'avez vu cette vidéo quand même, parce que j'ai fait un très beau featuring avec Thomas Laurent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici, ainsi que dans la barre d'informations. J'ai adoré collaborer avec Thomas, parce que déjà c'est un homme excessivement gentil, bon, drôle et pertinent sur son sujet de prédilection, comme sur pas mal de sujets de la vie d'ailleurs. Du coup, ça c'est un peu pour moi un critère de sélection des youtubeurs avec qui j'ai envie de faire des featuring, c'est qu'il faut que ce soit des gens avec qui ça colle aussi dans la vraie vie et pas que au niveau de la thématique de recherche par exemple. Pour ce qui est des projets à venir, je ne vais pas faire de suspense. Je sais que les youtubeurs n'aiment pas dire avec qui ils vont bosser. Moi je vais vous le dire parce que je suis trop contente. Très prochainement sur ma chaîne, je vais inviter un homme dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Nicolas, qui tient la chaîne Le Métalleux Curieux. Si vous ne la connaissez pas, il est grand temps de faire un tour sur ses vidéos. On va vous parler d'un clip de métal et ça va être très cool. Je suis en train de vous préparer un week-end mortel à Londres parce que vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires et qu'en plus c'est une ville que j'adore. Du coup, fatalement, je me suis dit que c'était bien d'en profiter pour faire un petit featuring avec un British. Et ça sera donc Kéran de la chaîne Aéronautes, dont je vous conseille également le visionnage. Il y a 2 autres youtubeurs que j'aimerais beaucoup inviter sur ma chaîne, et je sais qu'ils diront oui. Moi, je le sais. Il s'agit de Quentin de la chaîne Sur le Champ et de Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. À l'heure où je vous parle, ces 2 vidéastes n'ont toujours pas 50 000 abonnés. Ce qui est un non-sens total. Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à ces 2 chaînes,
qu'attendez-vous? Je vous dis ça, je vous dis ça pour eux, mais je vous dis surtout ça pour vous. Vous ne savez absolument pas ce que vous ratez. Ces deux chaînes sont des espèces de pépites à elles toutes seules, avec des vidéos variées, intéressantes, sur des sujets passionnants, avec des mecs qui font des recherches fouillées. Voilà, si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, je ne sais pas où vous allez trouver votre bonheur. Diane me demande « Où trouves-tu l'inspiration pour nous pondre tous ces formats passionnants ?» Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres en préparation ou est-ce que tu vas continuer Objet Mortel et Week-end Mortel en priorité? J'imagine que pour Objet Mortel, la liste des objets n'est pas infinie. Eh bien, détrompe-toi Diane, il y a beaucoup d'objets mortels encore à découvrir. Alors le format Objet Mortel, il est complètement tiré de ma thèse de doctorat que j'ai commencé en 2012 et que j'ai terminée en 2016. Il s'agit en fait du cœur de mon projet de thèse. À la base, je ne devais travailler que sur les objets en os humain parce que ma passion, en plus de la ritualité funéraire, c'est la technologie osseuse. La technologie osseuse, c'est en fait comprendre comment un objet en os ou en matière dure animale, ça compte aussi la corne, ça compte aussi le bois de serre, ce genre de choses, a été fabriqué en regardant l'étude des traces qui sont encore présentes sur les objets. On peut connaître la manière dont ça a été créé et la manière dont ça a été utilisé. Et ça me passionne plus que tout. Finalement, j'ai un peu élargi mon sujet de thèse, mais les objets en os et en tissu humain, c'est le chapitre 5 de ma thèse et c'est mon chapitre préféré. Donc j'estimais que ça valait bien d'en faire une série de vidéos parce qu'en plus, c'est des objets étonnants que les gens ne connaissent pas et que j'adore faire découvrir. Pour Week-end Mortel, prendre une ville et en faire le tour et montrer des choses un petit peu originales de cette ville, c'est un format plutôt courant sur YouTube. Personnellement, évidemment, je suis très friande de ce format fait par Axolot et celui fait par Manon Bril, qui d'ailleurs de son propre aveu s'est inspiré d'Axolot pour faire ses villes au détail. Donc c'est deux vidéastes qui font des choses absolument superbes sur ce sujet-là. J'ai eu envie moi aussi de faire le tour de certaines villes, mais en resserrant au maximum le sujet sur le macabre, et c'est ça qui donne Week-end Mortel. En plus, c'est un bon prétexte pour se faire des week-ends, je dois avouer. Et pour répondre à ta troisième question, oui, il y a d'autres formats en préparation. Il y a une saison 2 d'Objets Mortels qui va être un peu différente de la première, dans le sens où maintenant je ne vais parler que d'objets que je peux aller voir en vrai. Comme ça, je pourrais vous faire des belles images à 360 degrés autour de l'objet, ce qui sera quand même beaucoup mieux que de juste vous montrer des petites photos à côté d'un facecam. Il y aura pas mal de Deadly Sexy, ils sont pas encore tournés mais ils sont en préparation, et puis il y a un nouveau format dont je vais pas trop vous parler là parce que je veux garder un petit peu de suspense quand même, mais oui, il y a un nouveau format en préparation qui arrive bientôt, dans quelques mois. Lucius Gellius, alors Lucius Gellius qui est un excellent vulgarisateur sur les choses de l'Antiquité, il sévit sur son blog mais aussi sur Twitter et sur Instagram, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez le suivre. Me dis de toutes tes vidéos de 2019 sur ta chaîne, laquelle est ta préférée? Week-end Mortel à New York. Eurim me demande votre plus gros fail sur YouTube. Alors c'est la vidéo archéologie en bulle, et j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi celle-là elle avait pas du tout marché, parce que je suis en plus assez fière de mon introduction, qui pour moi est d'un point de vue réalisation la meilleure introduction de vidéo que j'ai faite jusqu'à présent sur cette chaîne. Mais voilà, cette vidéo, tout le monde s'en fiche. Allez la voir, elle est là, elle est sympa. Benji Pascal, Benji qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Entrée en lice, allez le soutenir, me demande est-ce que ta chaîne influence ta relation avec tes étudiants qui te regardent? Franchement non. J'ai toujours eu une relation à mes étudiants qui était assez chaleureuse, sans être non plus trop proche. J'estime que c'est pas forcément une bonne chose d'établir une relation trop personnel avec les étudiants. En revanche, le côté un peu chaleureux que j'ai toujours eu depuis le début de ma pratique de l'enseignement m'a donné envie d'ouvrir la chaîne. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. GG me demande où trouves-tu le temps de mener de front toutes tes activités? Eh bien GG, je suis comme tout le monde, je galère. Angdina me demande quel logiciel utilises-tu pour faire tes montages vidéo? Alors j'utilise Vegas Pro et je crois qu'à part Thomas Laurent, je suis la seule personne à monter sous Vegas Pro, tous mes potes sont sous Premiere, mais moi je reste fidèle à Vegas.
D'ailleurs, tout à l'heure, vous me demandiez si je faisais mes montages de vidéos toute seule, etc. Donc oui, je fais mes montages seule. Simplement, parfois, je panique et j'appelle Thomas en lui disant « Thomas, ça marche pas !» Très honnêtement, quand on est vidéaste, on est un petit peu isolé et ça fait du bien d'avoir des gens qui sont techniquement plus forts que vous, sur lesquels on peut compter et dans la chemise desquels on peut chouiner quand on a des soucis. Donc moi, j'ai autour de moi une équipe de gens qui maîtrisent assez bien pour qu'à chaque fois que j'ai un bug, je puisse chouiner soit auprès de Thomas, soit auprès d'Aurel, soit auprès de Thibaut. Et ces hommes me trouvent une solution. Et je suis extrêmement reconnaissante. Boliniton me dit, est-ce qu'il y aura plus de vidéos vlogs comme tes aventures au Brésil? Et ça va de pair avec la question de Inès sur Insta qui me dit, quelle est ta prochaine expédition? Alors, il n'y aura pas de vidéo vlog cet été et j'en suis désolée. Tout simplement parce que je vais arrêter de travailler sur le site brésilien sur lequel je travaillais actuellement, qui s'appelle Toca de Coqueiros. Je vous mets ici le lien vers le fameux vlog au Brésil si ça vous intéresse. Avec Greg, que vous avez justement vu dans ce vlog et dans d'autres, puisque c'est non seulement un collègue mais aussi un ami très cher, nous allons ouvrir un nouveau site dans une nouvelle serra, la Serra des Confusões. Donc toujours dans la même région, hein, dans la région du Nord-Est. Mais voilà, donc on va ouvrir un nouveau site qui présuppose de faire un nouveau dossier de demande de fouilles, de demande de financement avant de pouvoir aller sur le terrain. Donc si ça vous intéresse vraiment, je peux vous faire un vlog sur quelles sont les galères administratives à braver pendant 1 an et demi pour réussir à ouvrir un nouveau site archéologique. Ça peut être intéressant pour ceux d'entre vous qui ont véritablement envie de faire ce métier. Pour les autres, je pense que ça va être assez barbant. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de terrain cette année, tout simplement parce que je prépare l'ouverture d'un nouveau terrain. Ce qui est très excitant. Benoît me demande, avec 3 M, si tu pouvais résoudre une énigme archéologique, ça serait laquelle et pourquoi? Alors, très clairement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, et j'en profite pour en reparler, merci de m'avoir donné l'occasion, ça serait de connaître les conditions d'entrée d'Homo sapiens dans les Amériques. Parce que c'est encore un sujet très polémique. Pour vous dire très rapidement la situation, on a des sites dans la Serra da Capivara, par exemple, qui présentent des occupations humaines datées de manière absolue à moins 35 000, voire même avant. Ce que j'entends par occupation humaine, c'est que nous avons des sites qui sont gorgés d'objets lithiques qui ne peuvent pas avoir été faits par autre chose que des humains. Ce sont vraiment des objets complexes, avec des formes prédéfinies, et ça, on en est sûr. En tout cas, moi, après avoir vu pendant plusieurs années ce matériel archéologique, je suis absolument convaincue de la nature anthropique de ces objets. Plus ancien encore, sur le site de San Diego, en Californie, on a des os de mammouth qui portent des traces de découpe et des traces de fracturation. Et ce site de San Diego, c'est un site encore plus ancien qui a été daté par des méthodes de datation absolue. Avec le peuplement de l'Amérique, on a un problème, c'est qu'on comprend mal comment l'homme est arrivé en Amérique déjà. On n'a pas de fossiles humains directs à dater avant 12 000. Et on a surtout un paradigme très fort qui est le paradigme de Clovis First, qui est dans la mentalité scientifique depuis des décennies. Pas mal de gens pensent en fait que l'homme arrive avec les points de Clovis, voilà, et qu'avant, il n'y a pas d'humain en Amérique. Alors nous, on a un faisceau d'évidence, de preuves qui me paraissent, et qui paraissent à certains spécialistes quand même de la question assez indiscutables, mais tant qu'on n'aura pas trouvé un humain que l'on pourra dater directement, pas dater le contexte, hein, dater l'ossement humain directement, qui sera antérieur à 12 000, eh bien on n'arrivera pas à faire comprendre aux gens que l'homme était en Amérique avant ça. Alors j'espère vraiment que l'on va trouver cet homme-là, et je fais partie des gens qui le cherchent. Je vous assure qu'on le cherche, et on va finir par le trouver. Je ne sais pas si ça sera moi ou un autre collègue, mais je suis très heureuse de me dire que je vais voir ça de mon vivant, parce que forcément ça va arriver, et j'ai hâte que ça arrive. Jérôme Médard me dit « Quelle fut ta plus grande émotion lors d'une fouille ou lors d'une analyse d'échantillons ?» Alors, il y a quelque temps, j'ai étudié une vingtaine de momies squelettisées au musée de l'Homme.
Alors une momie squelettisée, c'est un corps qui a été momifié à un moment donné, mais qui s'est dégradé avec le temps à cause des conditions de transport, des conditions de conservation, etc. Donc elles sont maintenant majoritairement sous forme squelettique, même s'il reste encore des morceaux qui sont momifiés et quelques fragments organiques sur les squelettes eux-mêmes. Parmi ces squelettes, j'ai découvert le squelette d'une femme handicapée qui a en fait eu une fracture du bassin pendant son enfance, début d'adolescence, et qui a du coup dû gérer cet handicap pendant tout le reste de sa vie. Elle a eu un défaut de croissance, bien évidemment, sur la jambe du côté de la fracture. C'était très émouvant de voir le squelette de cette femme qui a dû se battre toute sa vie contre son handicap et qui a surmonté. Raison pour laquelle on l'a baptisée Jahida, qui en arabe signifie quelque chose comme celle qui surmonte la difficulté par l'effort. Voilà, s'il y a des arabophones dans les commentaires, n'hésitez pas à préciser un petit peu l'étymologie de ce très joli surnom. En tout cas, ça reste l'une des plus belles émotions de ma carrière d'archéologue d'avoir étudié ce squelette et surtout d'avoir obtenu une datation C14 qui date la mort de cette jeune femme au niveau de la 3e période intermédiaire. Sébastien me demande à qui appartiennent les objets anciens trouvés sur un terrain privé, au propriétaire du terrain ou à l'État. Alors, il y a eu une modification de la loi en juillet 2016. Avant cette date, on partageait le butin en 3, entre l'État, le propriétaire du terrain et le découvreur de l'objet, qui n'est pas toujours le propriétaire du terrain. C'est-à-dire le mec qui trouve l'objet et qui dit « Ah, attention, là, il y a des objets archéologiques ». Le problème, c'est que les personnes privées étaient tenues d'assurer la conservation, restauration et accessibilité aux chercheurs du matériel archéologique qu'ils gardaient. Du coup, ça leur coûtait plus que ça leur rapportait. Et généralement, l'État leur expliquait ça et l'État rachetait les parts des propriétaires privés. Et depuis donc le 7 juillet 2016, tout va à l'État, ça simplifie les procédures. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour consulter ce texte de loi. Bougulnose me demande, pour rester dans le thème de ta chaîne, j'aimerais bien savoir quel outil, parmi tous ceux ayant déjà été identifiés comme arme ayant entraîné la mort d'autrui, vous choisiriez pour vous débarrasser d'un collègue insupportable. Eh bien, je vous donnerai la réponse dans un épisode de Deadly Sexy que je suis actuellement en train de tourner et qui devrait être sur la chaîne d'ici un petit mois à peu près. Isa me dit que conseiller comme parcours à un enfant de 13 ans qui veut devenir archéologue. Alors, quel que soit l'âge, ce que je conseille à quelqu'un qui veut devenir archéologue, c'est de beaucoup lire, de beaucoup fréquenter les musées d'art et d'archéologie, d'exercer son œil sur les objets que l'on peut voir dans les musées, d'autant plus que si vous êtes jeune, il y a plein de musées où vous avez la gratuité totale, donc vous pouvez passer votre vie au Louvre si vous avez moins de 26 ans, c'est gratuit, donc c'est juste le rêve, donc allez-y. Autre point très important, les langues, et quand on s'y met jeune, ben c'est mieux. Pour être chercheur, pour être archéologue, parler anglais, c'est une nécessité absolue. Et en fonction de ce que vous voulez faire, ben, parler la langue du pays dans lequel vous voulez travailler, c'est aussi pas mal. Donc si vous voulez travailler sur les Aztèques, c'est mieux de parler l'espagnol et il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. Axoun26 me dit quels débouchés existent après les études d'archéologie, quelles sont les différentes spécialisations possibles et le salaire en tant qu'archéologue est-il suffisant pour vivre ? Alors, le salaire en tant qu'archéologue est correct, vraiment correct. Le problème, c'est de réussir à trouver un emploi. Alors, j'ai dédié une vidéo pratiquement qu'à cette question parce que vous êtes finalement nombreux à avoir envie de vous lancer dans cette carrière. Donc, je vous la mets juste ici. Là-dedans, je vous détaille tous les débouchés possibles et surtout quelle filière suivre en fonction de votre débouché préféré. Donc, normalement, tu devrais avoir toutes les réponses ici. Et si c'est pas le cas, si tu veux un diagnostic un petit peu plus personnalisé, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire sur mon mail. Princesse Leila ainsi que Tristan Tournade m'ont demandé quand as-tu su que tu voulais devenir archéologue, comment t'est venue la passion de l'archéologie et de l'anthropologie. Alors ça m'est venu très très tôt, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à être complètement obsédée par les dinosaures et les momies égyptiennes. Donc j'ai bien failli être paléontologue aussi en fait. Petit fun fact, mon cadeau pour mes 5 ans, ça a été une journée entière au Louvre avec mes parents et je me souviens que je suis sortie de là et que je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Du coup ma mère m'a offert un très joli livre sur les hiéroglyphes et j'ai commencé à écrire les noms de tout le monde en hiéroglyphes
Et voilà, c'était ça mon premier contact avec l'archéologie. Et je pense en fait que d'avoir aimé l'archéologie avant de savoir lire m'a dirigée vers la carrière de préhistorienne. Parce que être préhistorien, c'est comme être un enfant qui ne sait pas lire l'égyptien devant le livre des morts. C'est-à-dire que tu as des dessins, tu as des vestiges archéologiques, il faut essayer de recouper les indices pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais t'as pas de livre, t'as rien à lire, tu sais pas. Voilà, c'est ça le truc. Donc je pense que ça a vraiment déterminé ma carrière. Je suis pas devenue égyptologue, mais je suis devenue préhistorienne à mon avis parce que j'ai eu ce rapport empirique à l'objet sans source d'écriture à côté, je crois. Princesse Leila ainsi que CB sur YouTube m'ont demandé quelles ont été les études que tu as faites. Alors, j'ai fait un bac littéraire, puisqu'à l'époque c'était comme ça que ça s'appelait. Ensuite, j'ai fait un master à l'université Paris 1, mention Histoire et archéologie des mondes anciens. Mon mémoire traitait des crémations de soldats dans les garnisons orientales de l'Empire romain au IVe siècle. Et ensuite, j'ai été à Paris-Nanterre parce que ça proposait une transdisciplinarité avec l'anthropologie culturelle, qui est quelque chose qui m'intéresse énormément. Où donc j'ai passé ma thèse de doctorat en 2016, me semble-t-il. Ouais, 2012-2016, ça nous rajeunit pas cette histoire. CB me demande également, n'avez-vous pas un attrait parallèle intime pour une certaine forme de paranormal ? Alors quand on travaille en archéologie funéraire, de toute façon, le paranormal, on y est forcément confronté, même si ça ne nous attire pas personnellement, tout simplement parce que c'est ce que les gens vont nous renvoyer. J'ai une petite anecdote que je raconte très souvent à mes étudiants. Quand je suis allée en Chine, il y avait une sépulture que je n'avais pas le droit d'ouvrir parce qu'il s'agissait manifestement d'une sépulture de sorciers, de chamans, de mecs qui fait des trucs un peu surnaturels. Voilà. Donc les Chinois qui sont extrêmement superstitieux, qui ont des croyances encore très vivaces autour du surnaturel, ne souhaitaient pas que j'étudie ce corps. Ne serait-ce que pour ça, on est obligé de se poser la question du paranormal et de se positionner par rapport à ça. Ma position est que s'il y a autour de moi quelqu'un qui est effrayé, inquiet, parce que je fais quelque chose sur un corps, par quelque chose j'entends une analyse, hein. Je ne fais pas de sacrifice, je ne fais pas de messe satanique autour des objets funéraires, je vous rassure. À partir du moment où il y a quelqu'un qui s'inquiète, que ce soit dans le laboratoire ou que ce soit dans l'entourage villageois d'une sépulture, j'estime qu'il faut le prendre en considération et engager un dialogue avec la population, voire renoncer à l'étude, même si parfois, scientifiquement parlant, ça fait extrêmement mal au cœur. Après, d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien, je suis une scientifique, et donc par définition, j'estime qu'il n'y a pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Je suis donc dans l'attente de confirmation ou de falsification des hypothèses en matière de paranormal ou de surnaturel. Il y a beaucoup de choses en physique quantique par exemple, qui ressemblent vraiment à de la science-fiction et dont on imaginait que c'était complètement fou il y a encore quelques décennies. Maintenant, on a les outils mathématiques pour comprendre des phénomènes qui nous paraissaient complètement surnaturels et paranormaux il n'y a pas très longtemps. Donc je me dis que peut-être que certaines manifestations que l'on voit actuellement comme étant surnaturelles, paranormales, seront expliquées par des choses totalement tangibles, des mathématiques et de la physique. Pourquoi pas. John de la chaîne Paléogie, lié en barre d'infos, me dit « Quel aspect préfères-tu de l'archéologie et lequel n'aimes-tu pas ?» Ce que je préfère dans l'archéologie, c'est la découverte. Et quand je dis la découverte, c'est pas uniquement la découverte sur le terrain. J'aime évidemment découvrir un bel objet ou un objet étonnant. Mais ce que j'aime le plus, c'est après fureter dans les dossiers, dans les archives de fouilles, dans les articles scientifiques de gens qui ont découvert des choses qui pourraient ressembler de près ou de loin à ce que j'ai découvert pour essayer de comprendre. Et quand tu trouves un indice, même un tout petit indice, qui te donne une nouvelle piste, une nouvelle hypothèse, un peu de grain à moudre sur l'objet que tu viens de trouver, alors ça c'est vraiment absolument jouissif. C'est génial, il n'y a rien de mieux. Sur ce que je n'aime pas, c'est me mettre en danger physiquement. Et ça, malheureusement, quand on est archéologue, ça fait partie des risques du métier. Alors moi, je parle souvent des risques des zones tropicales, puisque
Je fouille pas mal au Brésil et avant ça, j'ai pas mal fouillé dans le sud de la Chine. Mais c'est pas la peine d'aller aussi loin sur le globe pour être archéologue et en danger sur le terrain. Je vous parlais des problèmes de munitions de la Seconde Guerre mondiale qui sont pas déminées et sur lesquels vous tombez. Il y a plein d'autres choses encore qui peuvent vous tomber sur le coin du nez quand vous êtes archéologue. Et ça, c'est pas une question d'être prudent ou d'être pas prudent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es sur le terrain, t'es sur le terrain. Voilà, et tu prends forcément des risques. Et ça, je vous avoue que je suis pas une grande fan. Je suis pas une casse-cou. Tobeya sur Instagram me demande quelle est ta découverte la plus chose et celle que tu aurais aimé découvrir. Alors, ma découverte la plus chose, c'est très probablement une malformation ostéologique rarissime sur un squelette brésilien vieux d'à peu près 10 000 ans. Dont je vous ai parlé d'ailleurs dans un vlog. Et pourquoi ça a été un peu émouvant pour moi? Parce que déjà c'était une information importante pour essayer de discuter de la place de cet individu sur le site archéologique, puisque c'était une sépulture un peu exceptionnelle et que cette malformation peut peut-être expliquer le fait que cet individu ait eu une sépulture à inhumation, alors que la grande majorité de la population à l'époque n'a pas un traitement funéraire par inhumation, probablement un autre type de traitement funéraire qui n'a pas laissé beaucoup de traces. Et alors, lesquels j'aurais aimé découvrir? Alors là, j'aurais aimé découvrir plein de trucs, bien évidemment. La tombe de Kiss, dont je vous parlerai probablement, c'est une chamane du XVIIIe siècle qui a été découverte en Sibérie. Et la sépulture est incroyablement belle, il y a du tissu, il y a encore évidemment des matériaux organiques, des cheveux, de la peau, et cette inhumation est un peu spéciale parce que la jeune femme est entravée avec des liens. C'est vraiment une découverte fascinante. Sinon, bien évidemment, il y a la fameuse sépulture de la Dame de Pazyryk. Alors dans cette sépulture, il y a tout ce qu'il faut parce que le corps est fabuleusement préservé. La femme avait une perruque exceptionnellement haute, absolument sublime, et surtout, elle avait des tatouages, comme beaucoup de gens de cette nécropole, mais des tatouages de chevaux absolument magnifiques. Et d'ailleurs, 2-3 personnes m'ont demandé si j'avais des tatouages. Je n'ai pas de tatouage, mais je pense que si j'avais découvert cette sépulture, je me serais très probablement fait le fameux petit cheval sur l'épaule. Très probablement. Christina me demande, peut-on devenir archéologue en étant en fauteuil roulant? Oui, oui et oui, Christina. Alors évidemment, ça va demander un certain aménagement de ta formation et de ta pratique puisque tu ne pourras pas être sur le terrain. Tu ne pourras pas faire des prospections. Ça demande d'être en mobilité complète, ce qui n'est manifestement pas ton cas ou le cas de la personne qui te préoccupe. Je suis très bien placée pour vous dire que c'est possible, avec un handicap physique conséquent, d'aller au bout de son projet scientifique malgré une discipline qui normalement se passe largement sur le terrain. Et d'ailleurs, pour répondre plus largement à cette question, je vais vous proposer très bientôt sur ma chaîne une interview d'Adeline Kerner, qui est ma cousine et qui est chercheure au CNRS en paléontologie. Donc elle va vous apporter son expérience, elle va vous apporter son témoignage et elle va vous montrer que tout est possible. A Wild Sound me dit « Le parcours pour être archéologue, la vie d'archéologue, trouver un poste en archéologie est si difficile qu'on en a l'impression ou bien est-ce que c'est un mythe ?» Alors là encore, je vous invite à vous rapporter à la vidéo FAQ comment devenir archéologue, mais non, c'est pas un mythe. Alors, je dirais, selon mon expérience personnelle, que le parcours pour être archéologue, il est exigeant intellectuellement parlant, mais d'un point de vue émotionnel, je l'ai trouvé très agréable. C'est évidemment quelque chose qui vous demande de l'engagement, mais ça vous procure aussi, et sinon faut pas le faire, un certain nombre de moments de plaisir. La vie d'archéologue, il faut regarder cette vidéo véritablement parce que en fait, pour certaines personnes, ça va complètement convenir à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et pour d'autres, vous allez avoir des choses qui vont coincer aux entournures, quoi. Par exemple, si pour vous c'est très important d'avoir une énorme famille, si vous avez envie d'avoir 5 enfants et que votre conjoint ou conjointe est lui aussi dans la vie active, je ne vais pas vous mentir que ça va être quand même très compliqué parce que archéologue, que vous soyez à l'INRAP ou que vous soyez chercheur, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de temps loin de chez soi. Donc là, il faut vraiment réfléchir à votre projet de vie,
à ce qui est important pour vous dans la vie de réaliser, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, et ensuite de peser les pour et les contre. Après, trouver un poste, alors là, accrochez-vous. Voilà. Après, y a des postes qui s'ouvrent, ils sont trop peu nombreux, fort peu nombreux, mais il y a bien des gens qui les ont. Donc, si le poste il est pour toi, il est pour toi. Mais on va pas se mentir, c'est pas une des filières qui embauche le plus. Jixmopi sur Insta me dit « Avez-vous déjà douté de votre choix de carrière ?» Eh bien, à mon avis, un peu comme tu as dû douter de ton choix de pseudo. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est très intéressant, mais c'est pas toujours facile à assumer. Et ben voilà, pareil. En fait, intellectuellement, moi, ça me parle toujours autant, ça m'anime toujours autant. C'est très épanouissant d'un point de vue strictement intellectuel et scientifique. Après, d'un point de vue personnel, je vais pas vous mentir que ça m'est arrivé de me dire « Oups, j'ai peut-être fait une bêtise ». Princesse Parfaite demande combien de temps en moyenne dure une campagne de fouille. Alors une fouille programmée, c'est-à-dire une fouille qui est programmée tous les ans et qui n'est pas une fouille de sauvetage menée par l'INRAP ou une boîte privée pour permettre un aménagement urbain, c'est entre 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, ça peut aller jusqu'à 3 mois, mais c'est un petit peu rare. Et du coup, GRTO sur Insta me demande est-ce qu'il est possible de participer à des fouilles sur une période d'1 semaine. Généralement non, parce que vous formez à la fouille, ça demande un certain investissement pour le directeur du chantier. Du coup, quand on vous donne une place sur un chantier bénévole, dont vous pouvez trouver toute la liste en allant sur le .gouv.fr, enfin le site du ministère de la Culture, on vous demande généralement de rester au moins 2 semaines. 2-3 semaines, c'est le minimum. Ah oui, d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment concernant ce qu'on peut faire quand à 13 ans on découvre qu'on veut être archéologue. Sachez qu'on peut fouiller à partir de 16 ans sur certains chantiers. Il faut juste l'autorisation parentale. Et ça, c'est très très conseillé de fouiller très très tôt pour savoir si ça vous plaît vraiment. Alors, Pierre me dit... Parfois, on se pose la question de la réaction des docteurs sur YouTube par rapport aux vidéastes sans formation particulière qui font de la vulgarisation. C'est quoi ton avis sur la question? Bon, alors ça, c'est une super question, donc merci beaucoup de me l'avoir posée. Pour moi, sur YouTube ou d'ailleurs n'importe où autre sur le web, le plus important pour faire de la vulgarisation, c'est d'être rigoureux sur la méthode scientifique. Alors évidemment, si vous avez fait des études supérieures, la méthode scientifique, elle fait partie de votre quotidien, puisque vous avez fait des recherches en master, voire même des recherches en doctorat, donc vous avez la démarche. Vous êtes, si vous voulez, habitué, complètement à l'aise avec la recherche et la confrontation des données. C'est ça qui est important. Après, il y a des gens qui n'ont pas de formation universitaire, mais qui sont intéressés par cette démarche scientifique et qui l'amènent de façon complètement correcte. Et je ne vois pas pourquoi ces gens-là n'auraient pas le droit d'ouvrir une chaîne YouTube sous prétexte qu'ils ne sont pas docteurs en tel truc ou en tel truc. En vulgarisation historique, par exemple, je connais plein de gens qui n'ont aucune formation universitaire et qui font un travail absolument remarquable. Je ne les cite pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a pas mal de gens qui réfléchissent comme ça, qui se disent « Ah oui, non mais attends, t'as quoi comme diplôme? Quoi? T'as pas de licence? T'as pas un master d'histoire? Qu'est-ce que tu te permets de venir parler d'histoire ?» Parce que si t'as la bonne démarche et que t'as l'envie, t'as le droit de parler d'histoire même si t'as même pas eu le bac, en fait. C'est pas ça la question. Et à côté de ça, vous pouvez aussi traîner sur le net et trouver des gens qui ont réussi à décrocher des masters, on ne sait pas comment, mais qui vous disent un bon lot de bêtises. Tout ça pour vous dire que la qualité de ce que vous regardez, c'est à vous de la juger. C'est à vous de regarder dans la description quelles sont les sources. Est-ce que les sources sont fiables? Est-ce que, à votre avis, les sources ont été recoupées? C'est à vous aussi de poser en commentaire des questions, de faire des remarques, si à un moment donné, il y a des choses qui vous semblent un peu étranges. Et les gens qui sont dans une démarche positive et scientifique de débat avec le public ne se fermera pas, ne supprimera pas vos commentaires et vous répondra. Et parfois même vous répondra « Ah bah oui, effectivement, je me suis trompée, j'ai utilisé une source un peu vieille, mais à culpa. » Personnellement, ça m'est arrivé. Et c'est pas un problème. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de règle. Il y a des gens avec des gros diplômes qui font de la merde, il y a des gens sans diplôme qui font des trucs très bien. La seule chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que la démarche de cette personne est scientifique? Est-ce qu'elle est sourcée? Est-ce qu'elle est sérieuse? Point. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes de Deadly Sexy, alors restez connectés, et d'ici là,
restez vivants.